Et si la véritable guerre avait commencé le jour où le Burkina Faso a décidé de reprendre son or? Cette question, peu osent la formuler à voix haute. Car extraire 77 tonnes d'or, c'est marquer l'histoire, défier les puissants, croire à la revanche. Mais est-ce vraiment une victoire? Sous la lumière crue des projecteurs, des montagnes d'or surgissent des entrailles du pays. Leur valeur se compte en plusieurs milliards de francs. Pourtant, la réalité demeure implacable. Malgré cette richesse, les écoles restent dépourvues de bancs, les hôpitaux manquent de médicaments, les routes, elles, restent poussiéreuses et défoncées. L'or brille, mais le quotidien demeure terne. Cette contradiction ne date pas d'hier. Dans les années 80, au moment où des pays voisins comme le Ghana voyaient l'or façonner leur économie, le Burkina Faso, alors Haute-Volta, se trouvait déjà pris au piège d'un système international qui favorise les puissants. Le Chili, dans les années 70, s'est retrouvé face à un dilemme similaire lors de la nationalisation du cuivre. Posséder le métal ne signifiait pas contrôler la richesse. La boucle se répète, avec des noms différents, sur des continents lointains. Durant des années, la plus grande partie de la valeur créée s'est évaporée hors du pays. Toronto, Londres, Zurich. Autant de destinations où le métal jaune s'enrichit, change de main, se transforme. Pendant ce temps, les villages riverains des mines demeurent oubliés, loin du progrès et de la prospérité. À Essakane, par exemple, on extrait chaque jour de l'or, mais les habitants se plaignent de l'eau rare et de la poussière omniprésente. Puis, soudain, tout bascule. Un jeune capitaine, Ibrahim Traoré, prend le pouvoir. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne se contente pas de négocier une meilleure part. Il décide d'affronter le système en place, de renverser les règles qui permettent à la richesse de s'échapper, d'imaginer un autre avenir. Cette décision évoque celle de Patrice Lumumba au Congo, qui, dans les années 60, rêvait d'un pays maître de ses ressources. Mais Lumumba a été trahi par des forces bien plus grandes que son gouvernement naissant. Mais reprendre l'or, est-ce vraiment gagner? Ou bien n'est-ce que le début d'un combat bien plus vaste, d'une bataille silencieuse et implacable? Car dans un monde où l'or est synonyme de pouvoir, chaque faux pas peut tout faire perdre. Si la marche vers la souveraineté est mal comprise, si les anciens pièges se referment, le danger est immense. Le Burkina Faso pourrait s'effondrer sur ses propres ressources, prisonnier d'un cercle sans fin, où la richesse nourrit la dépendance plutôt que la liberté. Pour comprendre ce nouveau chapitre, il faut remonter à l'origine du pacte entre le Burkina Faso et les géants miniers. Quel secret se cache derrière les contrats qui ont tout changé? Comment, en l'espace de quelques décennies, le pays s'est-il retrouvé à exporter l'essentiel de sa richesse sans jamais en voir les fruits? Posséder 77 tonnes d'or ne rend pas riche. Au Burkina Faso, ce paradoxe est une blessure ouverte. Partout, le sol brille, mais le peuple peine à vivre dignement, année après année. À Ouagadougou, les marchés grouillent de vie, mais les prix montent, et l'or, lui, ne fait pas baisser le coût du riz. Depuis plus de 40 ans, la même histoire se répète. L'or est bien là, mais les outils pour en faire une force nationale manquent. Face à ce constat, les gouvernements successifs ont accepté les règles du jeu international. Ouvrir la porte aux multinationales. Ces entreprises promettaient capitaux, emplois, infrastructures. Sur le papier, tout semblait équitable. Mais la réalité a vite trahi les espoirs. Prenons l'exemple de la mine de Youga, exploitée par une société canadienne. Les promesses d'emplois locaux n'ont pas tenu face à la réalité des postes techniques réservés à des expatriés. Les villages voisins espérèrent des écoles, mais ont hérité de routes abîmées par les camions lourds. La majeure partie de la valeur ajoutée a quitté le pays, jour après jour. L'or extrait s'envolait, mais les profits, eux, atterrissaient à Toronto, Londres ou Zurich. Sur place, les retombées positives restaient maigres, peu d'emplois stables, trop peu d'écoles ou de routes, des dispensaires vides. Le quotidien ne changeait pas. Pourtant, tout était légal. Des contrats avaient été signés, parfois renégociés. Mais le rapport de force était faussé. Les multinationales contrôlaient la chaîne de valeur, de l'extraction jusqu'à la vente internationale.
Le Burkina Faso encaissait des recettes modestes, tandis que la véritable richesse se construisait ailleurs, dans les centres financiers étrangers. Cette architecture rappelle celle du Nigeria avec le pétrole dans les années 80. L'or noir coulait à flot, mais la dette augmentait et la pauvreté persistait. Rien de caché, rien d'illégal. Le système fonctionne à ciel ouvert. Les accords cèdent les étapes les plus lucratives, et ce sont les Burkinabés qui héritent des risques environnementaux, sécuritaires, politiques. Le paradoxe est cruel. Extraire l'or ne suffit pas à créer une puissance économique. Sans maîtrise de la transformation, de la gestion et de la commercialisation, la souveraineté reste un mirage. Aujourd'hui, sans rupture, le Burkina Faso restera prisonnier d'un modèle où l'or enrichit l'autre et où l'avenir demeure sous tutelle. Mais la page est en train de tourner. Ibrahim Traoré ne veut plus simplement renégocier. Il veut reprendre le contrôle intégral de la chaîne de valeur et tenter de renverser le rapport de force. C'est une ambition qui rappelle celle de l'Arabie saoudite dans les années 70, quand le royaume a nationalisé Aramco pour contrôler son pétrole. Mais reprendre la main n'est pas sans péril. Les adversaires sont puissants, les enjeux colossaux. Chaque décision peut faire basculer le destin du pays. Chaque initiative suscite l'attention des grands fonds d'investissement, des agences de notation, des gouvernements étrangers. La moindre faille peut être exploitée pour affaiblir le projet national. Le vrai défi ne se limite pas à nationaliser. Il faut aussi survivre au choc de cette décision. Prendre la main sur l'or, ce n'est pas seulement un acte de bravoure. C'est ouvrir la boîte de Pandore des fragilités économiques, politiques et sociales. Beaucoup l'ignorent, mais la lutte la plus dure commence après la conquête du sous-sol. L'exemple du Venezuela, qui a tenté de reprendre le contrôle de son pétrole, montre que la nationalisation sans stratégie claire peut mener à la crise. Ibrahim Traoré ne vise pas l'exploit symbolique. Son projet est plus vaste, transformer l'architecture même du pouvoir. Il ne s'agit plus d'extraire de l'or, mais de maîtriser chaque maillon, raffinage, certification, financement, vente mondiale. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la pierre arrachée, mais dans la capacité à la transformer en richesse universelle. Ce principe s'est vérifié lors de la montée en puissance de la Suisse, qui, sans mine, s'est imposée comme place forte du raffinage mondial. Mais la renationalisation, loin d'être un aboutissement, marque le début d'une ère d'incertitude. Reprendre les mines, c'est affronter des défis inédits, gestion technique complexe, obligation de transparence, efficacité sans précédent. Plus encore, c'est s'exposer à des forces invisibles, bien plus puissantes que celles des sociétés minières classiques. À chaque étape de la transformation, des obstacles surgissent, normes internationales, banques prudentes, marchés fermés aux nouveaux venus. En modifiant son code minier à la mi-année 2024, le Burkina Faso n'a pas seulement ajusté des chiffres, il a imposé de nouvelles règles à ses partenaires étrangers. Désormais, le pays revendique le droit d'être majoritaire dans les secteurs stratégiques. Ce choix inquiète. Il chamboule les prévisions d'investisseurs, de Toronto à Perth, et force chacun à reconsidérer ses risques. Ce bouleversement rappelle le choc pétrolier de 1973, quand l'OPEP a repris la main, modifiant l'équilibre planétaire. Pourtant, la réaction internationale n'est pas frontale. Pas de menaces ouvertes, pas de rupture officielle. À la place, les partenaires temporisent, négocient, s'adaptent en silence. Le rapport de force se déplace, imperceptiblement. Désormais, chaque décision prise à Ouagadougou résonne jusqu'à Londres, New York ou Shanghai. Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre, faite de calculs et de paris risqués. Le Burkina Faso joue gros. Prendre le contrôle, c'est aussi risquer l'inefficacité, l'essoufflement institutionnel, la perte de confiance des marchés. Un seul faux pas, et la manne dorée se transforme en malédiction. Effondrement de la production, fuite des capitaux, blocage des financements extérieurs. Si la confiance s'évapore, les dégâts pourraient être irréparables pour l'économie, la stabilité politique et la cohésion sociale. L'Algérie, dans les années 90, a payé cher son isolement après la nationalisation de ses hydrocarbures. Mais tout cela
n'est qu'un commencement. La vraie question n'est plus de savoir si le Burkina Faso possède son or, mais s'il saura résister aux tempêtes de la souveraineté. L'avenir dépendra de sa capacité à transformer ce risque en opportunité, à faire de cette audace un levier, et non un piège. Pour comprendre si ce pari peut réussir, il faut plonger dans la mécanique invisible qui transforme un lingot en richesse. Car la bataille de l'or se joue bien au-delà des frontières burkinabées. La transformation de la bauxite en aluminium en Guinée en est un exemple. Sans raffinerie locale, la Guinée exporte la matière brute et importe des produits finis à prix fort. S'approprier l'or, c'est hériter de ses secrets les plus lourds. Derrière les lingots, c'est une chaîne de défis qui attend. Prendre la main sur la mine, ce n'est pas toucher au trésor, c'est accepter un fardeau immense, industriel et humain, qui dépasse l'imagination de la plupart des États. En Indonésie, la prise de contrôle des mines de nickel a nécessité la formation de milliers de techniciens et la construction de nouvelles infrastructures. Dès la première heure, tout repose sur le Burkina Faso. Creuser, extraire, transporter, raffiner, stocker, protéger. La moindre panne, la plus petite erreur logistique, peut arrêter toute la production. Faute d'expérience ou d'infrastructure, chaque incident devient une crise, chaque retard une menace pour l'équilibre national. Au Pérou, la nationalisation des mines a provoqué des grèves et des interruptions qui ont coûté des milliards à l'économie. Autrefois, les pertes et les imprévus étaient à l'affaire de la multinationale. Aujourd'hui, le risque est public. Chaque défaillance frappe l'État en pleine lumière. L'or n'est plus une ligne dans un bilan, mais un enjeu brûlant, exposé à la colère et à l'espoir du peuple. Le Mexique, après la nationalisation de Pemex, a dû gérer les attentes immenses de la population, avec des résultats mitigés. L'obstacle le plus dangereux n'est pourtant pas toujours visible. Sur les marchés mondiaux, la valeur de l'or dépend de sa pureté, de son origine, de certifications strictes. Sans raffinage reconnu, sans papiers officiels, l'or burkinabé perd son éclat. Les acheteurs hésitent, les prix plongent, et le mirage de la richesse s'évapore. L'Ouzbékistan, par exemple, a dû investir massivement dans ses laboratoires pour certifier son or. Dans les bureaux de la trésorerie, la tension est vive. Le moindre retard de paiement, une dispute avec un partenaire ou une chute des cours mondiaux, tout peut déclencher une onde de choc. Les salaires, les projets sociaux, les finances publiques attendent un or qui, parfois, n'arrive jamais à temps. Quelques semaines de blocage suffisent à précipiter la crise. En Argentine, la gestion chaotique des recettes minières a mené à des grèves dans le secteur public. Dehors, la société observe, s'impatiente, exige. Chacun rêve de voir surgir écoles, hôpitaux, routes. Mais la réalité avance à pas lents. Les blocages administratifs et techniques freinent l'élan populaire. L'État vacille entre la pression des foules et l'impitoyable rigidité des marchés. À Maputo, après la nationalisation de la Mosale, la patience des citoyens a été mise à rude épreuve. C'est ici que le risque devient vital. Une faute de gestion, une perte de confiance, et la crédibilité du pays s'effondre. L'échec ramènerait le Burkina Faso sous le joug de puissances étrangères. Plus de dettes, moins de liberté, une génération brisée. Ce scénario a été vécu par la Zambie après la reprise de ses mines de cuivre dans les années 80. Dans ce jeu mondial, nul ne survit seul. L'union régionale apparaît comme l'unique rempart contre la tempête. Seul, on s'épuise. Ensemble, on résiste. L'exemple de la CEDEAO, qui a permis de mutualiser des ressources agricoles, montre que la coopération peut transformer la faiblesse en force. Mais même l'union n'est pas une garantie absolue. Pour transformer l'or en souveraineté réelle, il faut aller plus loin, repenser chaque maillon de la chaîne. La réussite du Botswana avec ses diamants, grâce à un partenariat équitable avec De Beers, prouve que la maîtrise de la chaîne de valeur est essentielle. Et si la souveraineté véritable ne se gagnait qu'en unissant force et compétences? Ibrahim Traoré l'a saisi. Posséder de l'or ne suffit pas. Isolé, un pays reste vulnérable face à la loi du plus fort. Pour briser l'isolement, le Burkina Faso s'engage sur une voie inattendue, le régionalisme pragmatique. Avec le Mali et le Niger, il bâtit une alliance. Objectif ?
mutualiser les risques, coordonner les ressources et créer un front capable de peser sur l'échiquier mondial. Cette démarche rappelle l'Union douanière d'Afrique centrale, qui a permis à plusieurs États de mieux négocier face aux grandes puissances. Ensemble, ces trois nations rêvent plus grand. Fini le rôle de simples exportateurs de minerais. Leur pari, devenir des acteurs industriels à part entière. L'une des premières décisions? Concevoir une raffinerie commune. Maîtriser la transformation de l'or, certifier sa provenance, contrôler sa commercialisation, et surtout, choisir à qui le vendre, selon leurs intérêts. Ce modèle a permis à la Norvège, via Statoil, de transformer la manne pétrolière en un fonds souverain prospère. Ce contrôle de la chaîne de valeur bouleverse la donne. Un or raffiné localement, c'est davantage d'emplois qualifiés, une valeur ajoutée retenue sur place, et une indépendance nouvelle face aux géants internationaux. C'est la promesse de ne plus voir la richesse filer entre les doigts après l'extraction. Au Rwanda, la montée en puissance de l'industrie du coltan a démontré l'importance de la transformation locale. Mais cette ambition fait naître de nouveaux défis. Il ne suffit pas de décider, il faut instaurer une discipline budgétaire rigoureuse, gérer les attentes brûlantes d'une population en quête de prospérité et apprendre à occuper de nouveaux rôles économiques. Transformer une victoire symbolique en succès durable exige de dépasser slogans et précipitations. L'Éthiopie, après la montée du secteur caféier, a dû professionnaliser toute sa filière pour éviter l'effondrement des prix. Le moindre faux pas, la plus petite faille dans la gestion du projet, peut tout faire vaciller. Perte de crédibilité, tensions internes, retour brutal à la dépendance. La chute peut être rapide. La route est étroite. Chaque décision compte. La Malaisie, après la crise financière de 1997, a appris à ses dépens que la rigueur est la clé de la survie. Pourtant, si la discipline tient, si la coopération demeure solide, le Burkina Faso et ses alliés peuvent réussir là où tant d'autres ont échoué. Ils pourraient prouver que la souveraineté ne s'impose pas, mais se construit, pas à pas, par la technique et l'effort collectif. Un exemple inspirant vient du Brésil, où la nationalisation de Petrobras a fini par générer un tissu industriel solide autour de l'énergie. Au fond, la question n'a jamais été « qui possède l'or ?», mais « qui sait en maîtriser la valeur ?» Le moment de vérité approche. Le défi désormais est de bâtir tout un écosystème, former des ingénieurs, investir dans des laboratoires, négocier des contrats équitables, créer un climat de confiance avec les marchés internationaux. Mais dans l'ombre, des forces contraires s'activent. Jusqu'où le bloc pourra-t-il résister aux pressions extérieures? Les sociétés minières tentent de s'adapter, proposent des partenariats, parfois cherchent à diviser les alliés. Les grandes puissances économiques, elles, suivent la situation de près et n'hésiteront pas à user de leur influence pour protéger leurs intérêts. L'Afrique du Sud, dans les années 80, a fait l'objet de sanctions et de pressions internationales lors de ses réformes minières. La révolution ne s'achève pas avec la prise. Elle commence dans la gestion quotidienne, là où chaque choix peut sceller le destin d'un pays. Il faudra instaurer de nouvelles institutions de contrôle, renforcer la lutte contre la corruption et garantir la transparence à chaque niveau. Le Botswana, encore une fois, montre que la création d'une agence nationale forte peut faire la différence. S'emparer de 77 tonnes d'or n'est qu'une étincelle. La vraie épreuve s'ouvre après. Transformer ce métal brut en force durable sans trébucher à la première hésitation. Pour cela, il est crucial de mettre en place un plan de formation nationale, d'investir dans l'éducation technique et de s'entourer d'experts internationaux sans pour autant sacrifier la souveraineté. La richesse ne dort pas sous la terre. Elle se gagne dans la maîtrise de chaque étape. Raffinage, circulation, négociation. Seul ce parcours distingue l'indépendance réelle d'une simple extraction. L'exemple du cacao ivoirien rappelle que la transformation locale multiplie les revenus et crée une classe moyenne dynamique. Désormais, le Burkina Faso et ses alliés régionaux avancent sans possibilité de retour. Le regard du monde entier pèse sur chaque décision, chaque contrat, chaque signature. L'enjeu n'est plus local.
Il engage la réputation et la crédibilité d'un continent entier. Toute faiblesse sera scrutée, tout succès pourra inspirer d'autres nations africaines. La moindre erreur sera exploitée. Les marchés mondiaux ne laissent aucune place à l'improvisation. Ils récompensent la rigueur, punissent l'amateurisme. Ici, la souveraineté se juge à la transparence, à la solidité des comptes, à l'endurance dans le temps. Pour réussir, il sera nécessaire de publier des rapports réguliers, de faire appel à des commissaires aux comptes indépendants et de dialoguer avec les institutions internationales. Chaque jour sera un bras de fer contre la facilité, la corruption, l'isolement. La promesse n'est pas un miracle, mais une responsabilité pesante. L'échec ne serait pas seulement burkinabé, il briserait l'élan de toute l'Afrique de l'Ouest. Il mettrait à mal les espoirs de souveraineté des générations futures. Pourtant, si ce pari est relevé, si la gestion égale l'audace du geste, alors le pays prouvera qu'il est possible de rompre le cycle de la dépendance. Ce succès ne se compte pas en lingots, mais en écoles ouvertes, en hôpitaux équipés, en emplois créés, en stabilité retrouvée. C'est ainsi que la Norvège, avec son fonds pétrolier, a bâti l'un des systèmes sociaux les plus avancés du monde. C'est là le cœur du défi. Bâtir une souveraineté qui se mesure dans la vie quotidienne des Burkinabés, dans la confiance restaurée envers l'État. Tout commence ici, dans la discrétion des bureaux, la rigueur des audits, la clarté des accords. Il faudra associer la société civile, dialoguer avec les syndicats et impliquer les collectivités locales dans la gestion des ressources. Une victoire symbolique ne pèse rien face au poids du réel. Ce n'est pas la possession, mais la gestion patiente qui apporte la puissance. Transformer les règles, résister aux pressions, inventer des solutions adaptées, voilà la vraie force. La réussite passera par la capacité à s'adapter, à apprendre des erreurs et à corriger le cap quand il le faut. La boucle n'est pas bouclée. Le défi véritable commence à peine. Transformer l'essai, bâtir la confiance, ouvrir une voie nouvelle pour tous ceux qui rêvent d'indépendance dans un monde qui ne pardonne rien. Le Burkina Faso a lancé le pari de la souveraineté. Reste à savoir si, cette fois, l'histoire retiendra la victoire de l'audace